Il est 19h02. Je déclare la séance du conseil d'arrondissement ouverte. Je me présente, je suis Pierre Lessarblay, le maire de l'arrondissement. Et en ce moment, les membres du conseil d'arrondissement assistent à cette séance par vidéoconférence afin de respecter les consignes de distanciation sociale du gouvernement. J'invite les élus et la secrétaire d'arrondissement à se présenter dans l'ordre habituel. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Karine Governois, la conseillère du district de Louis-Riel. Bonsoir, Laurence Lavigne-Lalonde, conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Bonsoir, Dina Tocheva, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Éric Allen Caldwell, conseiller municipal de Schlaga. Et bonsoir, Suzy Miron, conseillère dans le district de Tétroville. Merci beaucoup. Nous avons aussi plusieurs directeurs de l'arrondissement, du personnel administratif et des représentants du SPVM, de nos postes de quartier ce soir. Donc, je vais les nommer pour gagner un petit peu de temps. Nous avons M. Serge Villandry, directeur d'arrondissement, Pierre-Paul Savignac, directeur à la direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises, Stéphane Brosseau, directeur aux travaux publics, Madame Fanny Bertrand-Giroux, chef de division à la culture, sport, loisirs et développement social, Monsieur Da Silva, commandant du poste 23. On a aussi du bureau des élus, Madame, je ne crois pas que Madame de Pelletot-Paquette soit avec nous pour des raisons de santé. On a Monsieur Richer-Beaulieu, on a Madame Barbeau, Monsieur Labelle, Madame Guérin et Madame Ariane Généreux. On commence la soirée ce soir avec un hommage amplement mérité pour un homme qui a dédié sa vie professionnelle et beaucoup d'heures de sa vie personnelle aussi au développement social de notre arrondissement. Ce soir, nous honorons Monsieur Roland Barbier, qui est le directeur général du Centre communautaire Hochelaga depuis maintenant 20 ans. On peut dire que Monsieur Barbier a permis de développer une grande renommée au centre communautaire d'Hochelaga, et c'est sous sa gouverne que cette renommée-là a su faire sa place dans l'arrondissement. Monsieur Barbier est avec nous ce soir. On est très content de l'accueillir en visioconférence. On aurait fait autrement, quelque chose d'un peu plus chaleureux autrement, mais puisque son départ s'en vient, c'était très important de le faire. J'espère qu'on va pouvoir se donner une bonne poignée de main bientôt, Monsieur Barbier. Donc, Monsieur Barbier, c'est un homme qui est fidèle à ses valeurs. Il combat les injustices. Il les déteste même. Il est constamment animé par une grande conviction d'aider les gens, de l'importance d'aider les gens. Monsieur Barbier est originaire de Montréal et s'est fait connaître dès la petite école où est-ce qu'il répondait aux enseignants qui donnaient du trouble à ses camarades de classe. Il était déjà contestataire à cette époque. Donc, jeune homme, sa première, parmi ses premiers métiers, il travaillait dans le domaine alimentaire, a commencé comme pileur de caisse en entrepôt et il s'est rapidement démarqué pour aller jusqu'à la gestion dans l'entreprise. Et là encore, il se faisait un nom pour aider ses collègues sur place dans son métier. Mais après ces années d'études, 3 ans d'années d'études en sciences politiques, Monsieur Barbier a la vocation publique et se met à travailler avec le bureau de comté de Madame Louise Arel, un monument politique de notre arrondissement, une grande femme politique de notre arrondissement. Il travaille pour elle 5 ans en tant qu'attaché politique et il dit d'ailleurs qu'après 5 ans comme attaché politique, plus rien ne peut vous stresser dans la vie. J'espère qu'après 5 ans, le stress tombe, là, Monsieur Barbier, et que vous avez raison dans ce sens-là. Et ensuite, en 2001, il intègre là, à temps plein le milieu communautaire. Il devient directeur général du Centre communautaire Hochelaga et le reste jusqu'à sa retraite qui prendra lieu dans quelques jours, déjà le 31 mars
Donc, parmi ses principales réussites, parce qu'il y en a des dizaines, voire des centaines de ces réussites et de ces réalisations-là, il y a une faculté extraordinaire à créer des liens, à synchroniser les différentes actions des différents acteurs et il reçoit chaque don avec la certitude que chacune de ces donations-là va aider un besoin concret dans la communauté. Il est extrêmement efficace à développer ce réseau d'entraide-là. M. Barbier a une grande ouverture parce qu'en plus de sa dévotion aux familles et aux jeunes du quartier, eh bien, il n'a jamais refusé les gens qui avaient besoin d'aide. Il a toujours été prêt à les aider, peu importe leur bagage. M. Barbier a toujours su trouver du soutien pour ceux qui en avaient besoin, peu importe leurs besoins. Quand il ne pouvait pas le faire lui-même, mais il trouvait d'autres ressources pour que ces gens-là puissent recevoir l'aide dont ils avaient besoin. Sous sa gouverne, là, le centre communautaire Hochelaga a eu une croissance extraordinaire. C'est passé d'un petit organisme à un incontournable communautaire déjà dans un quartier qui est déjà très reconnu à travers le Québec pour la force de son monde communautaire. Donc, que le CCH se démarque dans un quartier qui se démarque déjà pour son communautaire, eh bien, ça veut tout dire de sa compétence et de son dévouement. Et bien sûr, on ne peut pas passer sous silence la superbe opération Sous Zéro qu'il organise, coordonne à bout de bras pour aider les moins chanceux à être bien équipés pour traverser les hivers. Et c'est plus de 5000 enfants qui ont été soutenus là, la dernière année dans cette opération Sous Zéro-là. Et quand on lui a demandé est-ce que l'opération Sous Zéro aurait quand même lieu malgré la pandémie, M. Barbier nous a répondu, est-ce qu'il va y avoir un hiver cette année? Oui. Ben, il va y avoir une opération Sous Zéro malgré la pandémie. Bref, rien n'était à son épreuve. À cela, on rajoute aussi l'aide alimentaire à 180 familles d'Hochelaga qu'il a mis sur pied au début de la pandémie avec énormément de flexibilité et d'efficacité. Et finalement, on lui doit aussi la confirmation d'une rénovation et d'un agrandissement des locaux du CCH qui vont mieux répondre aux besoins de la communauté. C'est une enveloppe budgétaire de 7 millions de dollars qui est réservée pour ce projet-là. On en profite pour augmenter un peu la surface de location à l'église de la Nativité. Les espaces extérieurs pourront aussi être utilisés. Bref, M. Barbier va nous manquer. Ça va être quelqu'un de très difficile à remplacer par sa capacité à régler des problèmes, à améliorer la situation des gens et des infrastructures pour aider les gens. Il va nous manquer pour sa superbe collaboration avec l'arrondissement, son rôle de leader dans la communauté et il va nous manquer pour ses interventions vibrantes au micro lorsqu'il voit qu'il y a des injustices. On sait que M. Barbier a toujours eu le cœur à la bonne place et a tout fait pour aider son prochain. Donc, c'est un grand plaisir, là, M. Barbier, après toutes ces années, là, de souligner votre contribution au quartier. Et sur ce, au nom de l'arrondissement, de tous les citoyens de Merci Hochelaga Maisonneuve, on souhaite vous remercier, M. Barbier, pour votre contribution extraordinaire. Sur Merci, ça, je laisse Merci, M. Barbier. Excusez-moi, il y a tout le temps un phasage avec les visioconférences. Le conseiller d'Hochelaga souhaitait prendre la parole pour vous honorer aussi, M. Barbier. Oui, très rapidement, parce que je connais M. Barbier et je sais qu'il a envie de parler, alors ça ne sera pas long, mon cher Roland, ça s'en vient très, très rapidement. Ce qui m'a toujours frappé chez Roland, là, je divise ça en 4 étapes. D'un, c'est son immense sensibilité, sa connaissance des besoins, sa sensibilité, sa capacité à partager les enjeux de la population d'Hochelaga. Donc, une fois qu'il l'a reçu, qu'il l'a encaissé, il a sa grande capacité à l'exprimer, à dire voici c'est quoi l'enjeu, voici ce dont on a besoin, voici ce qui se passe. Après,
Tout de suite après, il y a le spring des solutions qui entre sous tension et l'articulation des solutions. Après avoir su être sensible aux enjeux, après être capable de les exprimer avec éloquence, il y a l'articulation des solutions et la mise en œuvre qui fonctionne. Une mise en œuvre où on écarte les obstacles, on écarte les embûches et on réussit à développer des initiatives. Et le CCH a été un laboratoire d'initiatives, justement, de soutien communautaire, de soutien personnel aux gens d'Hochelaga. Je veux sincèrement le remercier. On ne s'ennuiera pas de lui parce qu'on va continuer à bénéficier de sa présence. On est très content de voir que la relève est bien assurée avec Carole à la barre du CCH, je veux le souligner. Et surtout, M. Barbier aura réussi à faire la différence pour les enfants d'Hochelaga. Pour nos enfants, le CCH était là, le CCH était essentiel et le CCH a été marquant. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lessard-Blais, monsieur Caldwell. Je ne serai pas long, je le sais là, que vous êtes très occupé, puis c'est la rencontre ce soir du conseil d'arrondissement. La seule chose que j'étais capable de faire, moi, c'est je suis vraiment depuis très, très longtemps un rassembleur. Je suis capable d'aller chercher des gens qui sont très compétents dans chacun de leurs domaines et les amener chez nous et de dire, mais écoute, on crée des liens, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller un peu plus loin? Je sais que je ne le ferai pas là, mais toutes les fois que normalement je fais une phrase, je devrais toujours dire pour les citoyens du quartier, pour ces gens-là qui, depuis le début, vous savez, j'étais là, moi, puis j'étais au conseil d'établissement des 4 écoles du quartier depuis très longtemps. Quand il y a eu 3 écoles qui ont fermé, les parents venaient me voir et me disaient, ah oui, mon nom de camp, moi, l'été, c'est BM. Ils disaient, BM, qu'est-ce que je vais faire? BM, qu'est-ce que je vais faire? Ça fait que ces gens-là, pendant 6-7 ans, n'ont pas eu ils ont fallu qu'ils aient porté leurs enfants à l'extérieur du quartier. Un quartier sans enfants le midi, là, qui crie, sans enfants à 3h30 qui sortent de l'école, c'est pas le quartier qu'on connaît. Ces gens-là aiment leur quartier, les citoyens aiment leur quartier. J'ai dit il y a très, très longtemps, ça a été repris partout dans les médias, le visage de la pauvreté change, mais c'est plus ça maintenant. Dans Hochelaga, dans le quartier que je connais, ce sont des gens fiers, des parents qui disent, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour qu'on puisse donner une belle éducation aux enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis une aînée, je suis seul. Qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie de répondre à tous les besoins. Puis si on n'est pas capable, mais on les réfère. Mais on ne les réfère pas appel au 211. C'est pas comme ça qu'on réfère nous autres. Nous autres, on appelle, on dit, écoute, je t'envoie quelqu'un chez toi, tu peux-tu le recevoir? Oui, c'est comme ça qu'on fait. Puis je termine en vous disant, j'ai su, oui, créer une équipe, OK? Mais le succès, là, il est dû à tous les gens qui ont croisé mon chemin depuis ces 20 années-là. Il y a plusieurs personnes, là, je ne veux pas faire, mais il y a plusieurs personnes de votre équipe depuis très, très longtemps. Je ne les nommerai pas parce que je vais en oublier un ou deux, puis ce ne sera pas juste, mais il y a beaucoup de gens chez vous qui nous ont donné un très bon coup de main, qui ont dit, écoute, parce que des fois, oui, quand il y a de l'injustice, vous aviez raison, M. Lessard-Blais, des fois, je ferme la porte, plus maintenant, mais pendant très, très longtemps, je fermais la porte et j'avais des larmes, mais de rage. Puis là, je me disais, non. Puis là, à un moment donné, je me calmais, j'essuyais ça, j'appelais des gens, puis on pouvait créer des choses ensemble pour avancer. J'ai que des très bons mots pour mes bénévoles. Écoutez, en passant, le bénévole le plus vieux, entre guillemets, il est chez nous, 52 ans de bénévolat, M. Pierre Marcouillet. On en est fiers, puis il est là tous les jours, là, parce que là, on est en train de faire les impôts. Là. Les gens sont sur le nerf, ils appellent, là, je vais voir mes impôts. Et écoutez, du plaisir qu'on a avec cet homme-là. Vous l'avez dit, M. Caldwell, Carole prend la relève. Moi, je dirais plus qu'elle continue ce qu'elle a déjà commencé depuis les 10 dernières années. D'un bras en arrière du dos, là, comme vous disiez, M. Lessard-Blais, c'est elle qui gère ça, l'opération sous zéro. On va jusqu'à Québec, on va même jusqu'au lac Saint-Jean. Et quand je parle à M. Arcan, à tous les ans,
Moi, je parle du quartier Hochelaga-Maisonneuve. J'en suis très, très fier. Fait que merci à tous vous autres. Merci ce soir de me faire honneur, mais on a tous mérité ça parce que moi, je partage tout. Ça fait que je partage les éloges que vous me faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Barbier. Très apprécié. On vous souhaite de très beaux projets, puis au plaisir de retravailler ensemble. N'hésitez pas si quoi que ce soit. On va toujours être à l'écoute. On doit maintenant passer au prochain point à l'ordre du jour. Merci beaucoup, M. Barbier. Je vous souhaite une excellente soirée. On va donc, pour les prochains points à l'ordre du jour, on a 10.02, soit l'adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. Je propose, appuyé par M. Caldwell, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Donc, 10.03, on passe maintenant à la déclaration des élus dans l'ordre habituel. Madame la conseillère Delouriel, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Et puis, vous avez fait une très belle allocution, vous et M. Caldwell, pour M. Barbier. Effectivement, c'était une légende dans l'arrondissement et on lui souhaite tout le meilleur pour les années à venir. Alors, cette semaine, on a quand même une semaine importante sur la scène, je vous dirais, nationale, dans le sens qu'on a aujourd'hui la Journée internationale de la femme. Alors, je pense que c'est une journée qui est spéciale, qu'on doit souligner année après année parce qu'on vise à reconnaître le rôle indispensable des femmes dans nos communautés et bien sûr à l'échelle mondiale. On s'applaudit pour les accomplissements, on s'applaudit pour le chemin parcouru sur différents plans, que ce soit social, économique, culturel, politique, etc. Je pense que les femmes ont toujours une contribution essentielle et particulièrement au cours de cette dernière année avec la pandémie. Les femmes étaient davantage dans le réseau des travailleurs de la santé et je pense que sans leur contribution, je ne sais pas exactement où on serait aujourd'hui. Alors, des remerciements à cet effet-là. On se souviendra, il y a quelques décennies, les femmes ne pouvaient pas voter et aujourd'hui, les possibilités qui s'offrent à nous sont tout à fait illimitées. Alors, des plafonds de verre ont été défoncés dans différents domaines. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, mais malgré tout, il ne faut pas lâcher prise. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour atteindre l'équité. Et évidemment, ça dépend d'un domaine à l'autre. Mais une occasion comme aujourd'hui est une occasion à ne pas manquer pour sensibiliser tous les citoyens sur le chemin qui nous reste à parcourir. L'année dernière, en 2020, il y a eu 120 200 femmes qui ont perdu leur emploi versus 55 100 hommes. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Et sans compter que déjà, à travers le monde, les salaires des femmes sont inférieurs de 23% à ceux des hommes. Alors, on parle de relance depuis quelques mois, même si on est encore en train de vivre et de survivre la pandémie, mais on entend beaucoup parler de relance inclusive. Alors, je pense que c'est une terminologie qui va nous rester et qui est très parlante. Évidemment, on doit penser à cette relance économique pour les femmes tout particulièrement. On a eu la chance d'ailleurs d'en discuter au conseil municipal et tous les paliers de gouvernement en parlent. Présentement, le fédéral tient un sommet sur la réponse et la relance féministe du Canada. Alors, c'est aujourd'hui et demain pour nos auditrices qui seraient intéressées d'y participer. Alors, évidemment, ce chemin à parcourir, il est sur le plan économique, mais aussi sur différents plans. Et dans les derniers jours, on comprend qu'il y a aussi la question de donner aux femmes un environnement sain et sans violence. Alors, au Québec, il y a en moyenne 10 homicides conjugaux par année et les femmes sont malheureusement surtout les victimes. Et en 2021, cette année, donc, depuis moins d'1 mois, alors il y a eu 5 femmes qui ont été assassinées. Alors, preuve que le phénomène de la violence conjugale prend de l'ampleur. Et c'est sans compter que déjà à travers le monde, une donnée surprenante, 1 femme sur 3 va subir des actes de violence physique ou sexuelle à un moment donné dans sa vie. Alors évidemment, c'est un phénomène qu'on doit attaquer et qu'on doit lutter à tous les jours. Et évidemment, vous n'êtes pas tout le monde sans savoir qu'il y a eu ce matin une annonce provinciale importante pour un plan d'action de 23 millions qui sera mis sur pied et destiné
à améliorer le sort des femmes en temps de pandémie. Évidemment, c'est plus large que la violence conjugale, mais on a hâte de voir les répercussions positives sur le terrain à ce niveau-là. Bref, pour conclure sur cette journée qui est toute désignée, je pense qu'il faut continuer de travailler fort ensemble. Comme dirait notre collègue Soraya Martinez, j'ai bien aimé ce matin, elle le dit avec empathie et force de conviction, continuer de travailler ensemble. Alors, je pense que c'est une belle façon de le dire. Autre commémoration cette semaine, donc jeudi, le 11 mars, commémoration nationale des victimes de la COVID-19. Alors évidemment, je pense qu'aujourd'hui, pour les jours à venir, nous aurons et nous continuerons d'avoir des pensées pour les gens qui sont décédés durant la pandémie et leurs familles. Évidemment, la pandémie nous aura apporté de lourdes séquelles et conséquences, autant sur le plan économique, mais également sur le plan émotionnel. Alors, la journée de jeudi, le 11 mars, sera importante. Ça fera 1 an, jour pour jour, que l'Organisation mondiale de la santé aura décrété l'état de pandémie. Alors, c'est quand même incroyable si on nous avait dit l'année dernière, à pareille date, que nous allions encore être en pandémie. Je pense que personne ne l'aurait cru. Mais nous y voilà. Alors, jeudi, ce sera une occasion pour rendre hommage aux personnes décédées, mais également pour souligner le dévouement des travailleurs du réseau de la santé et des services prioritaires. J'imagine, Monsieur le maire, que dans votre déclaration, vous aurez vous-même un mot pour souligner le travail acharné et sans relâche de nos organismes communautaires. Alors, évidemment, dans Merci Hochelaga Maisonneuve, je pense qu'on a été fiers toute l'année. Évidemment, moi aussi, je tiens à remercier les organismes communautaires. Malgré tout, malgré toutes les difficultés de la pandémie, il y a quand même eu du positif qui est ressorti. On a été forcés, bien malgré nous, de se réinventer, et pas seulement sur le plan du domaine du travail. Et on a vu plein de belles choses, on a vu des valeurs de solidarité, de bienveillance, de résilience au quotidien qui ont été mis en application. Alors, continuons tout le monde ensemble à ce niveau-là. Et enfin, pour conclure, Monsieur le maire et les autres collègues, des mots de remerciement auprès de 2 intervenants qui nous quittent, qui ont consacré les dernières années de leur carrière dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Alors, Dominique Gosselin, qui était coordinateur clinique au projet Harmonie. Alors, également Martine Joyal, qui était organisatrice communautaire au CIUS de l'Est de Montréal. Alors, les 2, évidemment, ont fait un travail acharné sur le terrain, un dévouement sans borne. Ils ont toujours été préoccupés par le sort des citoyens qui les concernaient. Alors, ça a été un honneur pour moi de travailler avec vous dans Louis Riel et dans Mercier-Ouest au cours de ces 7 dernières années. Je vous remercie et je vous souhaite tout le meilleur pour les années à venir. Et enfin, un dernier commentaire sur notre collègue Maurice Cohen, qui est décédé en fin de semaine. Alors, c'était un pilier de la communauté de Saint-Laurent qui a donné 35 ans au service des citoyens de l'arrondissement Saint-Laurent, tout particulièrement dans le district Côte de Liesse. Alors, M. Cohen était un gentleman d'une grande délicatesse, toujours souriant et enthousiaste, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler dans le mandat précédent. Évidemment, on transmet nos sympathies à la famille, à son épouse Raymonde, ses enfants, incluant notre collègue Jack Cohen, qui est conseiller d'arrondissement dans Saint-Laurent. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci au conseiller. Merci, Mme Boivin-Roy. La parole maintenant à la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. C'est bien ça. Merci, Monsieur le maire. 3 points ce soir. Premièrement, en lien avec l'ordre du jour, dans les points 40, nous allons adopter 3 ordonnances pour l'ajout d'arrêts à certaines intersections. Je vous nomme les intersections, donc à l'intersection de Rouen-Valois, Grosbois-du-Chêneau, Ontario-Bennett, Pierre de Coubertin-Annébert, Louis Veilleux-Desaulniers. Je vous les nomme parce que on vote beaucoup de règlements puis de différents projets là, sur le domaine public, mais je vous nomme ceux-là puis parce que je pense qu'on est tous très fiers de les voir enfin arriver.
Je vois ma collègue Suzy Miron qui opine. Ce sont des intersections pour lesquelles on a reçu beaucoup, beaucoup de demandes au fil des années pour venir les sécuriser. À certaines occasions, ça a été plus long que ce qu'on aurait espéré parce qu'il fallait faire certaines études, la distance avec des feux de circulation, etc., etc. Mais nous les votons donc ce soir. Donc, vous pourrez voir au cours des prochains mois, tranquillement, à ces intersections, des arrêts qui vont venir sécuriser ces intersections achalandées ou sinon simplement jugées dangereuses. Donc, plus de sécurité sur nos routes. Et voilà, donc les citoyens et citoyennes qui nous faisaient ces demandes depuis très longtemps, j'espère que vous serez satisfaits et satisfaites. Un autre élément, j'ai rencontré un peu avant les fêtes les membres du comité pour le projet d'embellissement de la cour de l'école Louis Dupire. Je vous en parle aujourd'hui parce que donc, c'est un comité qui a vu le jour il y a déjà quelques temps. Ils ont un projet vraiment extraordinaire pour venir embellir la cour de l'école Louis Dupire avec l'objectif principal d'augmenter grandement le verdissement de cette cour d'école-là, de réaménager les zones de manière plus claire, plus spécifique là, pour qu'il y ait de la pratique de plusieurs sports et bien évidemment aussi avec un objectif d'augmenter la sécurité pour les jeunes dans cet espace-là et aussi surtout en fait, l'entrée principale des élèves. C'est un magnifique projet. Vous pouvez aller le voir sur le site de la CSDM, là, sur l'école Louis Dupire. Il y a déjà des croquis qui ont été faits. C'est super intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'objectif de ce projet-là, et pourquoi je vous en parle, c'est que c'est un projet qui se veut ouvert à la communauté. Donc, ce qui est souhaité, c'est que ces espaces-là puissent être utilisés par la communauté hors des heures scolaires. Donc, quand on les avait rencontrés, les membres du comité voulaient notamment s'assurer là, que le projet qui est en train d'être développé répond aux besoins exprimés par la population en termes d'installations sportives extérieures pour les jeunes. Donc, on les a rencontrés, on les a mis en lien avec différentes personnes à l'arrondissement, tant au niveau du comité de mobilité pour la sécurité autour de l'école que de nos collègues au sport, loisirs, développement social, pour voir là, justement quelles avaient été les demandes là, exprimées par les citoyens, les organismes dans le cadre des portraits de quartier qu'on a fait par le passé pour s'assurer qu'on soit en lien. Mais c'est vraiment un magnifique projet. Comme tous les projets là, d'embellissement de cours d'école, c'est un projet qui est financé avec 3 partenaires, donc l'école, la commission scolaire, ben, le centre de services scolaires et la communauté. Donc, depuis un peu avant les fêtes, là, il y a différentes activités qui ont été organisées par les membres du comité pour aller chercher du financement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si c'est un projet qui vous tient à cœur, aller voir plus en détail là, sur le site de l'école, mais vous pouvez aussi contribuer en faisant un don pour participer à ce projet qui va vraiment venir bonifier l'offre pour toute la communauté dans ce secteur-là. Donc, magnifique projet. Allez regarder ça, allez regarder les croquis, ça avance bien. L'objectif, c'est une réalisation en 2024. Mais donc, c'est un projet de longue haleine. C'est pas, ce sera pas un projet de 10 000 là. Donc, ils vont faire leur montage financier, ils doivent passer par différents comités, faire valider les plans, et cetera, à la commission, au service, excusez-moi, je vais finir par m'habituer au fait qu'on appelle plus ça les commissions scolaires, au centre de services scolaires de Montréal. Donc, il y a encore plusieurs étapes à franchir. Vous les avez toutes sur le site Internet. Donc, je vous invite à aller voir ça. Magnifique projet et je tiens à remercier évidemment, François Bouillette et François Boutillette, pardon, et Rémi Trichet qui sont venus me présenter ce projet-là, ainsi que tous les autres parents et bénévoles, là, membres de ce comité. Vraiment, chapeau pour votre travail. Dernier élément, mais non le moindre, pour celles et ceux qui ne le savaient pas encore, on ne se voit pas en vrai, donc vous ne pouvez peut-être pas vous en rendre compte, mais je suis enceinte et je devrais accoucher dans les prochaines semaines, j'espère, plus que les prochains jours. Et donc, je prendrai une petite pause, vous le savez, depuis, je crois, 2 ans, 1 an ou 2, à la Ville de Montréal, là, les nouveaux parents ont droit à un congé parental de 18 semaines et donc je vais me prémunir de ce congé.
Pendant cette période de temps, il y a Ariane Généreux, monsieur le maire l'a nommé là, en introduction de la séance, Ariane Généreux qui va venir travailler au bureau des élus de l'arrondissement pour assurer un suivi des dossiers qui concernent le district de Maisonneuve-Longue-Pointe. Pour celles et ceux qui avaient déjà l'habitude de contacter Mathieu Labelle pour des dossiers spécifiques, vous pouvez continuer à le contacter. Il va continuer à faire son travail de suivi là, des dossiers des citoyens. Mais si vous avez d'autres préoccupations qui sont peut-être plus larges, il y a Ariane Généreux que vous pouvez joindre à partir de maintenant. Elle est déjà au bureau des élus à l'adresse, je vous donne son adresse courriel, ariane.généreux, aussi simple que ça, @montréal.ca. Donc, elle va assurer le suivi là, de tous les courriels que vous allez m'envoyer durant cette période-là. En fait, que vous allez lui envoyer, puis on va s'assurer que ce soit transféré de ma boîte courriel. Mais bref, et elle va faire le suivi. Si elle n'est pas en mesure d'y répondre, elle va s'assurer que ce soit transmis aux bonnes personnes à l'arrondissement. Donc, voilà, c'était tout pour mes mots d'introduction aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne séance à tous et à toutes. Merci beaucoup, Madame Lavigne-Lalonde. De mon côté, bon, bien sûr, j'ai perdu mon document pour pour la déclaration. Donc, deux points de mon côté. Premièrement, il a été décrété là, que ce jeudi 11 mars, nous aurons une journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Donc, les drapeaux de l'arrondissement seront mis en berne pour cette journée de recueillement national. Donc, à quelques jours du premier anniversaire de la pandémie de la COVID-19 au Québec, j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour honorer la mémoire des personnes décédées, offrir notre soutien aux personnes touchées, remercier les personnes en première ligne et souligner la résilience de l'ensemble de la population. On va prendre un petit moment en prévision de cette journée de commémoration-là de jeudi. Donc, la bataille contre cet ennemi invisible n'est pas encore gagnée, mais il y a de l'espoir, entre autres, avec la campagne de vaccination qui s'est récemment amorcée. Donc, on doit demeurer prudent en espérant avoir des jours heureux et un été agréable le plus rapidement possible. Deuxième point que je souhaitais aborder avec vous ce soir, ce sont l'avis de motion qu'on vote ce soir, qu'on dépose ce soir sur un nouveau règlement sur les nuisances. Ce règlement vise à réduire les enjeux liés au déneigement. Entre autres, on souhaite particulièrement encadrer les nuisances liées au dépôt de neige. Ce qu'on souhaite faire, c'est interdire le dépôt de neige sur le domaine public lorsque certains emplacements, là, le domaine privé ne permet pas de stocker la neige dans certains secteurs. Donc, il y a des déneigeurs qui mettent la neige du domaine privé sur la voie publique, ça crée des enjeux de cohabitation, de nuisances. Donc, particulièrement des endroits avec des grandes cours intérieures, là, où est-ce qu'il n'y a pas de superficie au sol pour accueillir la neige. Bref, on va instaurer un nouveau système de permis pour occuper l'espace public avec la neige. Ça va être une entente qu'on va avoir avec les déneigeurs. Et ce soir, bref, nous déposons cet avis de motion qui, je l'espère, améliorera la cohabitation pendant l'hiver prochain. Donc, sur ce, je passe la parole à la conseillère de Tétro. J'ai oublié quel est l'ordre habituel. Au conseiller d'Hochelaga et ensuite la conseillère de Tétroville. On est en virtuel depuis trop longtemps, monsieur le maire. Je suis d'accord avec vous. Bon, mais merci beaucoup. Donc, je vais prendre la parole. C'est bien ça, Suzy? Hein? C'est à mon tour? Oui, parfait. OK. Très rapidement, un point qui est à l'ordre du jour, le 40.09, où on annonce justement, le point c'est dicté une ordonnance pour l'implantation de passages piétonniers sur la rue Ontario-Est à l'intersection de Charlemagne. Très content de voter ce point. Depuis déjà un certain temps, les citoyens du quartier
demande une traverse piétonne à quelque part entre le feu de circulation qui est sur P9 à l'intersection d'Ontario et l'autre qui est à Bourbonnière. Donc, entre les deux, pour Jeanne d'Arc, Charlemagne, Orléans, on sait qu'il n'y avait pas de traverse piétonne. Il y en aura une à Charlemagne, en plein milieu de ce tronçon-là, une belle traverse sécurisée avec du thermoplastique, bien marquée avec du thermoplastique. Une traverse comme on en voit ailleurs sur la rue Ontario. Et très content justement de voir cet aménagement. Je remercie les équipes qui ont travaillé. On était résolus à le faire et très content de le voter ce soir. Merci. Merci, M. Caldwell. Et maintenant, la parole à la conseillère de Tétroville, Mme Miron. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Écoutez, c'est sûr que ma collègue Boisvert a déjà parlé de la Journée internationale des droits des femmes et moi, je vais vous en parler encore. Voyez-vous, je trouve important, notamment cette année, dans les circonstances que nous vivons actuellement, que je veux parler particulièrement du droit des femmes de vivre dans un foyer sans violence. Et donc, je vais vous parler de la violence conjugale qui touche pas seulement ici la grande ville de Montréal, mais c'est vu partout, particulièrement depuis le début de la pandémie, alors qu'un confinement a été décrété et que les femmes ont été prises dans des situations de violence qui ont enduré les sévices, là, ainsi que leurs enfants, assez souvent, malheureusement. Ensuite, il y a eu le couvre-feu. Et là, ça veut dire que donc encore plus d'isolement pour ces femmes qui sont prises à la maison avec leur bourreau. Et les experts le disent, il y a une hausse marquée de séparation et de divorce là, depuis un an. Et probablement que même après la pandémie, là, on espère que ça va finir une couple de mois, ben, il y aura quand même encore des conséquences qui vont découler de ça. Et ben, parce qu'il y a eu aussi 5 féminicides dans le dernier mois, ben, je veux qu'on ait une pensée pour ces femmes-là. Et je vais juste vous les nommer. C'est des femmes, je veux qu'on soit solidaires avec ces femmes-là qui sont décédées dans les dernières semaines. Il y a Elissapi Angma, qui avait 44 ans, qui vivait à Coudjouac. Il y a Merly Édouard, de 32 ans à Laval. Nancy Roy, 44 ans à Saint-Hyacinthe. Et dernièrement, la semaine dernière, Mme Myriam Dallaire, une jeune fille de 28 ans, et sa mère, Sylvie Bisson, de 60 ans à Sainte-Sophie. Alors, je voulais absolument pouvoir les nommer parce que malgré le couvre-feu, il n'est pas interdit quand même de fuir la maison si vous vous sentez en danger. Et qu'il y a des ressources ici dans l'arrondissement. Il y a le Centre Info Femmes et la Marie Debout qui peuvent vous aider. Et il y a aussi, surtout en tout temps, sur toute l'île de Montréal, SOS Violence Conjugale. Et bien sûr, nous sommes tellement plus fortes lorsque nous agissons tout le monde ensemble, solidaires et bienveillantes. Alors, c'est des valeurs qui nous sont très chères. Et ben, je vous invite à les faire valoir vous aussi pour les prochains mois qui sont encore assez difficiles, là, on s'entend. Alors, moi, je fais un appel à la solidarité féminine ce soir. Et j'espère que vous serez interpellés aussi, nos alliés, là, je pense à mes collègues et Pierre. Aussi, je voudrais vous parler d'une déclaration que nous avons entérinée au conseil municipal en février sur la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. C'est un mouvement qui a été lancé par l'Union des municipalités du Québec, dont on fait partie, en prévision des élections, vous savez, qui s'en viennent à l'automne prochain, le 7 novembre. Et donc, parce qu'on souhaite plus d'implication des citoyens en politique active et qu'on souhaite surtout que plus de femmes se lancent en politique, alors on souhaite qu'il y ait des débats sains et respectueux, non seulement auprès de la population, mais aussi sur les réseaux sociaux. On le sait, c'est un fléau, là, on en parle beaucoup, mais c'est important d'avoir des débats. C'est possible d'en avoir, hein, c'est toujours intéressant d'aller écrire des commentaires et parfois ça enrichit même les conversations, mais évidemment, il faut toujours que ce soit fait dans le respect. Et donc voilà, mais aussi au sein de nos instances, pour que tout le monde, en fait, soit fier de notre démocratie ici au Québec et donc aussi dans notre ville. Alors, je vous invite à faire partie de ce mouvement-là et nous aurons donc une belle campagne électorale d'ici novembre. Merci. Bonsoir.
Merci beaucoup, Madame Miron, pour votre déclaration. Je tiens simplement là, à clarifier un élément que j'aurais peut-être pas été assez clair sur concernant l'avis de motion sur le règlement sur les nuisances. En fait, présentement, il y a une interdiction de dépôt de la neige sur le domaine public et on souhaite l'encadrer en instaurant là, un système de permis d'occupation avec les déneigeurs. Donc, voici l'orientation. Je voulais juste être certain de clarifier pour qu'il n'y ait pas de malentendu et on va pouvoir poursuivre avec l'adoption de ce règlement-là dans les prochains conseils d'arrondissement. Donc, cela termine le point 10.03, soit la déclaration des élus. On peut donc passer au point conjoint 10.05 et 10.06, soit la période de questions des citoyens sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour et d'ordre général. Mais avant de commencer cette période, je tiens à rappeler les règles qui la régissent, soit que chaque personne inscrite à cette période a le droit de poser qu'une seule question avec une question complémentaire sur le même sujet. Les questions posées doivent se rapporter à une matière d'intérêt public sans préambule inutile et les questions portant sur le même sujet sont limitées à 3. Donc, nous avons 18 questions de citoyens ce soir et ce sera le directeur de l'arrondissement, M. Serge Villandré, qui les lira. Donc, M. Villandré, vous pouvez commencer. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, une première question de Monsieur Patrick Dosti. Une question concernant le point 30.02 de l'ordre du jour. Je suis content que vous sécurisiez les abords des écoles, mais je me demande pourquoi vous n'avez pas proposé de nouveaux projets de pistes cyclables avec ce programme. Par exemple, lier la piste cyclable soulignée à celle sur 2 roues. Merci beaucoup, M. Dosti, pour votre question. La réponse est plutôt simple, c'est parce que on sécurise les abords des écoles avec les sommes dans le cadre d'un programme de la Ville-Centre sur lequel mon collègue d'Hochelaga, M. Éric Allen Caldwell, à titre du responsable du service d'urbanisme de la Ville de Montréal, a beaucoup travaillé. Et dans ce programme-là, eh bien, les sommes sont pour la sécurisation des abords des écoles et non pas pour d'autres projets tels que le développement de pistes cyclables. Donc, c'est pour ça qu'on favorise on vote des projets pour la sécurisation des abords des écoles avec ces sommes-là, parce que les sommes sont dédiées à ce type d'activité. Cela dit, on planifie toujours développer notre réseau cyclable pour augmenter la part de gens qui utilisent le vélo le plus régulièrement possible à travers l'arrondissement. Bref, cet enjeu-là nous tient toujours à cœur. Merci, M. Dosti, pour votre question. Maintenant, une question de Mme Suzanne Nadeau. Lors du conseil d'arrondissement du 1er février 2021, M. Savignac nous informait être en contact avec un vétérinaire pour la remise en marche du programme CSRM 2021, soit le programme capture, stérilisation, relâche et maintien des chats errants. Est-ce possible de connaître le nom du vétérinaire avec lequel vous êtes en contact? Sinon, pour quelle raison? Oui, donc c'est une question qui est très spécifique. Je vais laisser le directeur de l'aménagement urbain et services aux entreprises, M. Savignac, vous répondre. Oui, merci, Monsieur le maire. Merci, Mme Nadeau, pour votre question. En fait, les conversations que l'on avait, les échanges que l'on avait avec le vétérinaire en question se sont avérés vaines, car le vétérinaire n'a pas démontré d'intérêt pour la suite des choses. On a donc dû se retourner vers d'autres entreprises du territoire afin d'offrir ce service-là. Et on est en voie de pouvoir terminer les contrats. Tant que ce n'est pas signé, officiel, évidemment, on ne peut pas vous donner les coordonnées là, des cliniques, mais ça sera fait pour le printemps. Merci. Donc, oui, allez-y, M. Villandré. Merci. Donc, une prochaine question de M. Yvon Gosselin. Puisque l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est très grand, il semble qu'il serait bien que plus d'une clinique prenne en charge le programme CSRM afin de mieux desservir la population. Est-ce que les élus seraient d'accord pour que le programme soit partagé entre 2 cliniques vétérinaires du territoire afin de mieux desservir l'arrondissement, rendre la tâche aux cliniques vétérinaires plus facile car elles sont toutes très occupées en temps normal et ultimement réduire le temps que les chats doivent passer dans les cages trappes? Je vais laisser M. Savignac répondre encore une fois à cette question.
Oui, merci, M. Gosselin, pour cette question très intéressante et pertinente dans le contexte, effectivement, que l'arrondissement est très grand. On a approché plusieurs cliniques. On est en train de finir nos conversations avec ces cliniques et on espère pouvoir en offrir plus d'une pour que ce service soit donné là, de façon plus, disons, efficiente sur l'ensemble de notre territoire. Merci, M. Savignac. Donc, maintenant, une question de M. Jean-Luc Sancartier. Une question qui concerne la navette fluviale du parc Belle-Rive. Sachant que les activités extérieures sont les seules acceptées actuellement pendant le confinement, que les navettes de la compagnie Navarc sont encore en fonction à plusieurs endroits, est-ce possible d'avoir plus d'informations par rapport à l'annulation de celle-ci pour la période estivale 2021 et si des moyens ont été pris en compte pour la garder? Monsieur le maire, je vais prendre la question, si vous le permettez. Oui, merci pour votre question, Monsieur Sancartier. Une petite précision. Il y avait un contrat justement pour des navettes fluviales de 3 ans, un contrat de 300 de 2017 à 2019, et qui a été honoré. Il y a eu des navettes pendant cette période-là. L'an passé, la ville est partie en appel d'offres justement pour le service de navette. Les résultats étaient décevants et il y avait le COVID justement, avec toutes les restrictions. Donc, l'été passé. Donc, on n'a pas donné suite à l'appel d'offres à ce moment-ci. Pour l'année 2021, bon, vous n'êtes pas sans savoir que l'agglomération de Longueuil a dit clairement qu'ils ne voulaient pas le retour du service de leur côté. C'est une navette. Alors, le fardeau reste donc de ce côté-ci, de l'île jusqu'à la rive, et on est en train d'évaluer toutes les options à ce moment-ci. Merci. Merci beaucoup, M. Caldwell, pour votre réponse. On pourrait passer à la prochaine question, M. Villandré. Merci. Une question de Jean-Christophe de l'organisme Infologie. Bonjour, Monsieur le maire. Je vous ai interpellé énormément concernant la salubrité des logements et généralement, vous me répondez que nous aurons des chances de discuter ultérieurement des enjeux que je soulève. Cela dit, vous ne mettez rien en place pour améliorer le sort des locataires qui souffrent de ces situations. Au dernier conseil d'arrondissement, vous n'avez pas daigné répondre à ma question concernant la place de Lotion et l'avez transférée à M. Pierre-Paul Savignac, qui m'avait répondu qu'il n'était pas au courant et qu'il me recontacterait à ce sujet, ce qu'il n'a jamais fait. Dernièrement, j'ai relancé votre attaché et je n'obtiens toujours pas de réponse. Ma question est simple. Monsieur le maire, allez-vous mettre des mesures en place pour améliorer la salubrité des logements? Si oui, lesquelles? Oui, puisque vous interpellez M. Savignac dans votre question, je vais le laisser entamer la réponse. Merci, Monsieur le maire. En fait, lors du dernier CA où vous avez fait appel, à nous, là, à savoir qu'est-ce qui était advenu du dossier de Mme Rodriguez qui s'était présentée avec vous le 6 mai 2019 au CA. On a fait des recherches très poussées dans nos archives pour retrouver trace de cette requête-là. Et il apparaît, selon les informations que j'ai, qu'il n'y a aucune plainte qui a été déposée par Mme Rodriguez. Alors, c'est très difficile pour nous de mettre en valeur le travail de nos inspecteurs. Toutefois, pour répondre plus clairement par rapport à ce que l'on a fait dans le cadre de ce bâtiment-là important, là, de 317 logements, on a fait plusieurs choses. Depuis 2016, c'est pas moins de 342 inspections qui ont été faites pour les 317 logements de cet immeuble. Donc, c'est quand même énorme. Toutefois, on n'a eu que 25 plaintes depuis 2016 pour cet immeuble. Je peux vous faire le décompte, là. 16 plaintes pour des punaises ou coquerelles, 6 pour mauvais état du logement, 2 pour moisissure, puis 1 pour une présence de rats. Donc, en clair, on a des processus qui ont fait leur preuve par rapport à ce type de situation qui sont vraiment très désagréables et que l'on doit, par tous les moyens, résoudre le plus rapidement possible. Et nos inspecteurs le font à toutes les semaines, avec de bons résultats. Mais minimalement, il faut que les gens nous interpellent, il faut qu'ils nous appellent. Sinon, on ne peut pas les régler les cas. Donc, je pense que ce que j'aimerais qu'il soit retenu de mes explications, c'est que
pour aider les citoyens qui sont aux prises avec des situations semblables, il faut bien sûr les encourager à contacter avec nous. Et alors là, nos processus sont bien testés, sont efficaces et on arrive à solutionner ces situations malheureuses. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet, M. le maire. Merci, M. Savignac. En complément d'information, M. Bureau, sachez que on s'était déjà commis pour une rencontre du comité habitation ce printemps. Cet hiver, pardon, les invitations partiront, là, je crois, demain pour une rencontre le 25 mars. On pourra faire un suivi des 5 ou 6 revendications que vous avez fait dans votre dernier communiqué de presse et conférence de presse pour améliorer la situation sur l'insalubrité dans les logements. Toutefois, je dois dire que certaines de vos revendications ont déjà été envisagées. Nous travaillons extrêmement fort dans l'arrondissement pour assurer le meilleure qualité de vie possible pour les citoyens. Alors, lorsque vous dites que rien n'a été fait pour améliorer le sort des locataires qui souffrent des enjeux d'insalubrité, je crois que c'est poussé fort un peu quand on pense qu'on a eu 342 inspections à Place de Lotion depuis 2016, alors qu'on a eu seulement 25 plaintes. Nos équipes sont très proactives. Le programme Inspectorat, on est notre arrondissement qui est un leader dans ce domaine et on va continuer à mettre de l'avant tout ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de l'insalubrité dans les logements. On va travailler fort, mais dire que rien n'a été mis en place, c'est pousser fort un peu. Donc, on pourrait passer à la prochaine question, M. Villandré. Une question de Mme Solange Tétrault. À propos du trajet de l'autobus 32 Lacordaire, quand envisagez-vous le retour au trajet Cadillac-Turenne, qui a été un très bon trajet depuis plus de 30 ans? Quelle est votre position au sujet du trajet temporaire de l'autobus 32 qui passe au coin de Cadillac et de Jumonville? Oui, donc notre position, je dois réitérer, Mme Tétrault, que la modification du tracé a été faite suite aux préférences de la STM de passer sur des rues qui ne possèdent pas de dos d'âne. Et on a installé des dos d'âne sur la rue de Turenne après près de 2 ans de demande de la part de l'école qui souhaitait voir une sécurisation aux abords de l'école pour les enfants qui l'utilisent. On a entre autres reçu une lettre de remerciement de la part du conseil d'établissement pour nos actions. Et bref, suite à cette décision de la STM de modifier son parcours, il y a eu plusieurs actions qui ont été faites pour analyser la situation parce que, bien sûr, il y a eu une mobilisation citoyenne. Beaucoup de questions nous ont été posées et on a été beaucoup à l'écoute de ces préoccupations-là. Donc, on a vérifié sur les possibilités les impacts sur le stationnement. On a contacté les entreprises qui se disaient impactées par l'arrivée des autobus pour ajouter des stationnements ou des espaces de livraison pour la petite épicerie, pour l'Institut des marteaux, pour le CPE Carcajou. On a fait des analyses de sécurité. On a, entre autres, analysé la situation au coin de Louis-Veillot, côté sud, on a réalisé qu'il y avait un enjeu de sécurité avec cause de la visibilité qui était réduite. Donc, on s'est penché là-dessus. On s'est aussi penché sur la qualité de l'asphaltage, la qualité de la route. Bref, on a fait plusieurs analyses par rapport à la situation. Et de notre côté, au niveau des analyses de la sécurité en l'arrondissement, on n'a pas vu on n'a pas d'analyse qui nous dit que le passage de l'autobus sur Jumonville est dangereuse pour la population. C'est un cadre bâti qui permet le passage de certains autobus. On a plusieurs rues dans l'arrondissement et à travers la ville de Montréal de la même largeur que
la rue de Jumonville qui accueille un passage d'autobus. Je comprends que c'est un changement d'habitude pour les citoyens. Je comprends que parfois ça peut être aussi désagréable, mais puisqu'il ne semble pas avoir d'enjeu de sécurité, nous, l'arrondissement, ne compte pas faire la demande à la STM de modifier son parcours. Si la STM souhaite modifier son parcours, elle a entièrement le droit de le faire, mais nous, on ne compte pas se mobiliser alors qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité qui nous apparaît clair en ce sens. Merci beaucoup. Monsieur Villandré? Une question de M. Saint-Jean. Quelle est votre position face au trajet temporaire de l'autobus 32 Cadillac de Jumonville? À quand le retour au trajet Cadillac-Turenne, qui a toujours été le meilleur trajet depuis plus de 30 ans? Merci, Monsieur Saint-Jean. Je crois avoir déjà bien expliqué la réponse avec, à la question de Mme Tétrault. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux y ajouter davantage d'informations. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Saint-Jean. Donc, une question maintenant de M. David Appleby. Bonsoir, nous sommes une jeune famille qui est établie dans le quartier depuis 2017. Nous avons obtenu un permis de rénovation afin d'effectuer des rénovations majeures sur notre duplex. Plus de 550 000 $ fut investi. Considérant que le quartier est rempli d'immeubles de couleurs et de modèles de briques diversifiés et que notre agrandissement avait été approuvé avec de la brique blanche, nous avons décidé de changer de modèle de brique au dernier moment sans savoir que celui-ci nécessitait l'approbation du CCU, Conseil consultatif d'urbanisme. De plus, selon le règlement d'urbanisme 01275, l'immeuble est situé dans la zone 0615 qui n'est pas considérée de nature patrimoniale, n'est pas situé dans un secteur significatif et n'est pas dans un secteur de PIA de l'arrondissement Hochelaga. Alors pourquoi ne pas accepter le modèle de brique et pourquoi ne pas accepter le parapet proposé? Merci. Oui, je vais laisser le directeur de l'aménagement urbain et services aux entreprises vous répondre, M. Savignac. Merci, Monsieur le maire. Concernant ce dossier, je dois faire référence au fait qu'il y a eu des discussions lors de l'émission du permis entre vous, M. Appleby, et les employés de l'arrondissement, à l'effet qu'un certain choix de briques avait été arrêté. Il y a eu une décision de votre part, vous l'admettez, que pendant les travaux, vous avez décidé de changer de type de brique. Il y a des dispositions au règlement d'urbanisme, bien qu'on ne soit pas dans un secteur patrimonial, il y a un article qui est un article normatif qui est applicable dans ce cas-ci, qui fait appel à un rappel de la brique qui était là. On ne parle pas de la brique blanche d'une autre partie de l'immeuble, mais bien du corps principal de l'immeuble, qui était une brique rouge. Le fait qu'une brique autre a été choisie par vous, c'est assez problématique parce que c'est une brique qu'on ne voit vraiment pas dans le secteur. Il ne s'agit pas d'une question de beau ou de laid, c'est des principes de base dans toutes les chartes de préservation du patrimoine sur lesquelles sont basées ces exigences du règlement d'urbanisme. En fait, il n'y a pas de petits gestes tout geste compte, puis le simple choix d'une brique aide à préserver les caractéristiques de l'ensemble d'un quartier. Quand on fait des interventions de ce type-là, malheureusement, c'est tout le quartier qui perd un peu de son cachet. Maintenant, à 2 reprises pendant les travaux, vous avez reçu des avis formels dans l'arrondissement pour cesser d'installer une brique qui n'était pas conforme et vous avez tout de même continué. Là, on est placé devant un fait accompli. Vous demandez que soient autorisés des travaux qui sciemment n'étaient pas prévus au permis. C'est une forme de contrat, un permis entre la municipalité et les citoyens. Un choix de briques avait été déterminé sur les plans et malheureusement, ce n'est pas ça qui a été installé. Puis, encore une fois, je le répète, à 2 reprises, il y a eu des avis qui ont été émis et vous n'en avez pas tenu compte. Vous avez continué à faire des travaux. On se doit aujourd'hui de proposer à nos élus le refus de cette demande. Bien malheureusement. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. M. Villandré, prochaine question.
Oui, une question de Mme Catherine Richard. Considérant que le CCU a refusé l'option de teindre la brique malgré qu'aucun règlement municipal ou d'urbanisme ne le stipule, et considérant que plusieurs manufacturiers de teinture offrent des options à base de silice, sans odeur, incombustible, non toxique et qui n'émettent aucun COV avec une durée de vie de plus de 25 ans, considérant que l'immeuble n'est pas de nature patrimoniale, n'est pas situé dans un secteur significatif et que l'immeuble n'est pas dans un secteur de PIA, serait-ce possible de reconsidérer la possibilité de teindre la brique, ce qui représenterait une solution beaucoup plus écologique et économique que le démantèlement complet de la brique? Merci. Monsieur Savignac? Merci, M. le maire. Donc, merci, Mme Richard, pour votre question. En fait, le fait de peindre ou de teindre la brique est interdit au règlement d'urbanisme, mais pas seulement ici à Mercier-Chagos-Maisonneuve, mais c'est un reliquat de l'ancien règlement d'urbanisme de la Ville de Montréal qui a été transposé dans chacun des arrondissements. On ne peut teindre ou peindre une maçonnerie. Donc, dans la situation actuelle, ce n'est pas ce qui est préconisé afin de corriger la situation. Mais on comprend toutefois les arguments que vous énoncez dans votre question. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la prochaine question. Une question de Mme Raymonde Paradis. L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve fait toujours affaire avec le berger blanc pour la gestion des chats errants. Or, peu de gens y amènent un animal trouvé, vu la mauvaise réputation de cette fourrière. Aussi, il est écrit sur son site que les services non urgents ne sont pas rendus à cause de la COVID. Donc, notre arrondissement verse de l'argent à ce refuge sans avoir de vrais services. Ma question, envisagez-vous une solution de remplacement pour le bien-être de la population animale, comme par exemple subventionner la création d'un petit refuge animalier dans MHM? Oui, merci beaucoup, Madame Paradis, pour votre question. Le bien-être des animaux est très important pour nous. C'est certain qu'on a été mis au courant de ce qui s'est passé il y a environ une dizaine d'années au Berger Blanc. Et depuis, il y a eu des améliorations avec la situation. Mais si, bien sûr, on était mis au courant qu'il y avait des enjeux pour le bien-être des animaux avec notre fournisseur de services, c'est sûr qu'on se repencherait sur la situation, assurément. Cela dit, pourquoi y a-t-il des solutions de remplacement autres que le fournisseur Berger Blanc? Eh bien, lorsqu'on a fait l'appel d'offres à la ville en tant qu'arrondissement, il n'y a qu'un seul fournisseur qui a déposé une proposition à l'arrondissement pour offrir ce type de service, c'est le Berger Blanc. Donc, généralement, on n'est pas friand on espère toujours qu'il y ait un certain nombre de gens qui déposent à nos appels d'offres. Toutefois, lorsqu'il n'y en a qu'un seul, on peut quand même faire l'analyse du dossier et l'analyse démontre que la proposition du Berger Blanc répond aux exigences de la Ville de Montréal. Donc, s'il y avait un petit refuge animalier dans MHM ou ailleurs à Montréal qui avait répondu à notre appel d'offres, eh bien, c'est certain qu'on aurait considéré leur proposition. Mais là, le Berger Blanc étant le seul fournisseur qui ait répondu à notre appel d'offres, eh bien, c'est certain qu'on doit aller avec cette entreprise puisqu'elle répond aux standards de la Ville de Montréal. Merci beaucoup, Madame Paradis, pour votre question. Monsieur Villandré, prochaine question, s'il vous plaît. Oui, une question de M. Louis Laflamme. Monsieur le maire, Pierre Le Sablet, que pensez-vous du trajet temporaire de l'autobus 32 Cadillac de Jumonville? Le trajet Cadillac-Turenne sera-t-il rétabli? Oui, merci, M. Laflamme. J'ai déjà pas mal répondu à cette question-là. Donc, puisqu'il y a, lors de nos nombreuses analyses de l'arrondissement, il n'y a pas d'analyse qui nous démontre qu'il y a un enjeu de sécurité avec l'arrivée de l'autobus 32 qui est passé de Turenne à Jumonville, eh bien, l'arrondissement ne va pas demander à la STM de modifier leur tracé. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est la STM qui a décidé de modifier ce tracé-là, puisque la STM n'apprécie pas passer
généralement, n'apprécient pas trop passer sur les dos d'âne. Et qu'il n'y avait pas d'enjeu de sécurité à modifier leur tracé vers de Turenne, à partir de Turenne vers Jumonville. Donc, l'arrondissement ne planifie pas faire cette demande-là à la STM. Si la STM souhaite modifier son parcours, elle est en droit de le faire. Mais nous, puisqu'on n'a pas d'analyse qui nous démontre qu'il y a une insécurité créée par le passage de l'autobus, on ne pense pas faire cette demande à la STM. Merci beaucoup pour votre question. Monsieur Villandré. Question de M. Sylvain Clermont. Est-ce que la rue Mousseau, entre Notre-Dame et la rue Belle-Rive, pourrait devenir à sens unique vers le sud? Si vous voulez, M. le maire, je peux prendre la question de M. Clermont. Ça me fait plaisir d'ailleurs d'entendre que des citoyens sont contents des sens uniques que nous avons implantés depuis l'an dernier notamment. Et c'est vraiment un petit tronçon, là, la rue Mousseau entre Notre-Dame et Belle-Rive. Alors, je serais tentée de lui répondre que nous allons bien sûr étudier sa question et la soumettre au comité de mobilité. Puis on va lui revenir le plus rapidement possible. C'est sûr qu'on fait tout le temps les modifications en cours d'été pour faciliter l'adaptation des citoyens, comme vous le savez. Alors, merci, M. Clermont, pour votre question. M. Villandré? Oui, une question de M. Denis Côté. En janvier, l'Impact a modifié son nom pour Club de foot Montréal avec un flocon de neige comme logo. Ce changement choquant n'a fait l'objet d'aucune consultation ni des amateurs ni des partenaires. La Ville a donné un bâtiment patrimonial, la caserne Le Tourneux, au club de soccer pour son entraînement. Elle lui prête aussi l'immense parc champêtre dont les citoyens n'ont pratiquement plus accès. Quant au stade Saputo, son terrain et son agrandissement sont aussi presque des cadeaux des contribuables. Le nouveau logo remplace une fleur de lys représentant le Québec par un flocon de neige. Le terme québécois et nord-américain soccer est remplacé par foot, ce qui est pied. La couleur bleue, vivante, est délogée par du noir et du gris terne. Ce changement fait presque l'unanimité contre lui. Les amateurs ne décolèrent pas. L'arrondissement ne pourrait-il pas faire savoir à l'équipe le désenchantement des citoyens et le sien et l'inviter à revenir à l'ancien chandail si apprécié? Oui, merci, M. Côté, pour votre question. Je tiens toutefois à clarifier certains éléments que vous soulevez, là. Pour ce qui est de l'usage de la caserne Le Tourneux, en fait, Saputo l'a acquise de l'organisme Théâtre sans fil. Donc, ce n'est pas la Ville qui donne cet espace-là. Saputo l'a acquise de Théâtre sans fil et bien sûr, il y a un élément patrimonial qui était important à rescaper de cette transaction parce que Théâtre sans fil avait beaucoup de misère à l'entretenir. Donc, il y a eu quand même des investissements importants là, dans la caserne Le Tourneux depuis son acquisition par j'allais dire l'Impact, mais c'est le club de foot Montréal maintenant. Écoutez, je vais pas, on va pas faire la leçon à une entreprise privée sur comment gérer son branding ou comment gérer ses amateurs. C'est pas dans le mandat de l'arrondissement. Et ensuite, pour ce qui est du parc champêtre, eh bien, ce n'est pas une utilisation gratuite là, de la part du club de soccer. Il y a des ententes, les enfants de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et le club de soccer de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve peuvent utiliser une grande partie du parc champêtre. Et bref, là, vous dites là que donc il y a un accès pour les citoyens de l'arrondissement au parc champêtre. Cela dit, vous avez un jugement par rapport au stade Saputo. Le stade Saputo en lui-même est sur le terrain anciennement, c'était la RIO, la Régie des installations olympiques. Maintenant, le nom officiel, c'est, je crois, la Société du parc olympique. Ce n'est pas sous la réglementation de l'arrondissement, donc je ne peux pas répondre là, en ce qui concerne le stade Saputo. Donc, merci, M. Côté, et je vous souhaite une excellente soirée. M. Villandré, prochaine question, s'il vous plaît. Une question de Aya Ida. Le grand lampadaire pour le baseball au coin sud-est
du parc L'Alancette est défectueux depuis l'automne passé. J'avais signalé auprès de l'arrondissement et j'avais eu un message quelques jours plus tard comme quoi cela était réparé. Quand sera-t-il réparé? Je pense que c'est bien que la lampe soit allumée pour que nos citoyens profitent du parc jusqu'à 20 heures. Merci. Oui, merci pour votre question. C'est assez précis. Je vais la passer au directeur de travaux publics, M. Brosseau. S'il n'a pas de réponse, il pourra faire un suivi avec vous dans les prochaines semaines. M. Brosseau? Oui, merci, M. le maire. Bonjour, Namida. Donc, nous avons envoyé un contremaître pour aller vérifier la situation aujourd'hui même, à la tombée de la nuit, pour vérifier l'état de ce lampadaire. Je vous invite à faire une requête au 3-1 quand vous avez des éléments comme ça pour qu'on puisse avoir une demande officielle dans notre suivi. Ça nous permet de faire une meilleure suivi, un meilleur suivi, excusez-moi. Donc, nous, on a vos coordonnées, on fait le suivi et on vous tient informé. Merci. Donc, vous allez, M. Brosseau, vous allez revenir à la dame oui. Dans les 2 semaines ou quelque chose comme ça? Oui, on va aller voir, on va voir aujourd'hui exactement ce qui se passe sur le terrain. Il ne faut pas oublier que ces lumières-là ne relèvent pas de nous, elles relèvent du central, donc c'est eux qui vont faire les corrections. Donc, ça peut prendre un certain temps pour que la correction se fasse, mais à partir du moment où est-ce qu'on va aller voir l'état de la situation, s'il y a quelque chose, on va aller faire les démarches nécessaires, puis on va revenir à madame. C'est apprécié. Merci, M. Brosseau. Merci, Mme Ida, pour votre question. M. Villandry. Une question de Mme Elisabeth Green. Pourquoi ne pas faire appel au service de la SPCA pour desservir le quartier MHM? Quelles sont les raisons qui vous amènent à choisir l'organisation du Berger Blanc pour desservir le quartier? Oui, bonjour Madame Green. En fait, la raison est simple. Il n'y a qu'une organisation qui a répondu à l'appel d'offres de l'arrondissement, c'est le Berger Blanc. On a quand même fait les vérifications et la proposition du Berger Blanc est conforme selon les standards de la ville de Montréal. Ce pourquoi cela nous amène à choisir le Berger Blanc comme organisation pour desservir l'arrondissement. Merci beaucoup pour votre question. Monsieur Villandry. Question de Mme Geneviève Savoie. Étant donné le passé qu'on lui connaît, comment l'arrondissement s'assure-t-il de la bonne gestion animalière, de l'éthique des opérations du Berger Blanc? Quels sont les comptes que doivent rendre le Berger Blanc à l'arrondissement? Oui, donc, puisque c'est une question assez précise, je vais passer la parole à M. Pierre-Paul Savignac. Merci. Évidemment, on a un processus de reddition de comptes qui est en place pour tous les fournisseurs à la Ville de Montréal. Ça inclut le Berger Blanc. Il y a une reddition de comptes mensuelle qui est faite à nos services. Et ils sont payés, cette entreprise est payée. Toute entreprise qui aurait soumissionné et aurait été retenue aurait été payée à l'action. Donc, à chaque mois, on a un rapport du nombre d'actions qui ont été faites. Des actions pour lesquelles on a la responsabilité à titre de municipalité d'offrir ce service-là aux citoyens de l'arrondissement. Chaque fois que les citoyens font appel à l'entreprise, on est facturé à la pièce. C'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que ça a été éclairant. Merci, M. Savignac. M. Villandry. Une question de Mme Ginette Malo. C'est une question au sujet du règlement RCA 09-27-001 sur la propreté et le civisme qui énonce qu'il est illégal et passible d'amende de repousser la neige provenant du domaine privé sur le domaine public, incluant la ruelle. De nouveaux constructeurs propriétaires ont déneigé leurs 8 espaces de stationnement en laissant un amoncellement de 4 pieds de neige dans la ruelle. Je les avise du règlement. Ils ont déplacé l'amoncellement de neige à l'autre extrémité de la ruelle pour former un barrage de 6 pieds de haut. Photo disponible. Les propriétaires déclarent la ville accepte et tolère également qu'une partie de cette neige soit laissée dans la ruelle. Est-ce que cela inclut de faire un barrage de 6 pieds qui rend totalement impraticable tout passage pour travailleurs, par exemple Vidéotron, et résidents riverains? Qu'en est-il des sites de dépôt à neige prévus par la Ville pour les déneigeurs privés? Où est le respect et le civisme? Comment faire respecter le règlement? Si vous me permettez, M. le maire, je vais répondre à Mme Malo. Alors, je suis très contente d'avoir de ces nouvelles, d'ailleurs, je la connais bien. Alors, Mme Malo, écoutez,
ce soir, probablement, vous avez entendu en début, lors de la déclaration, M. le maire a parlé d'un avis de motion qu'on donnait justement sur la problématique qu'on avait souvent, les nuisances liées au déneigement d'espaces privatifs comme celle-ci, et faites notamment par des entrepreneurs de déneigement. Donc, à partir de l'hiver prochain, là, on devrait être en mesure, cet endroit-là devrait être en mesure de pouvoir bénéficier peut-être de ce nouveau projet de règlement qu'on a, de permettre, je ne veux pas m'étendre non plus trop sur ce sujet, là, mais de permettre de mettre la neige sur l'espace public d'une certaine façon. Alors, mais ce que je vais faire, je vais passer vous voir dans la ruelle et aller voir ce qu'il y en est. Mais c'est sûr que pour cette année, évidemment, on ne peut pas faire grand-chose. Je comprends qu'il y a des inconvénients, mais à partir de l'hiver prochain, ça devrait déjà être mieux. Merci beaucoup, Mme Miron. Monsieur Villandré, pour la dernière question de la soirée. Oui, une question de M. Paul Georges. La voie publique devant les commerces sur les rues commerciales Ontario et Sainte-Catherine est encore plus sale cette année comparée aux années précédentes. Je perçois souvent les éboueurs qui s'occupent du ramassage, du recyclage, laisser derrière eux une traînée de déchets sur les rues résidentielles. Je travaille fort dans mon quartier pour ramasser le plus de déchets moi-même et tout ceci me décourage énormément. Que faisons-nous dans le quartier pour améliorer la situation des déchets dans la voie publique? Je comprends que ceci n'est probablement pas la priorité numéro 1 du conseil de l'arrondissement, étant donné qu'on est en pleine pandémie globale. Par contre, avec autant de résidents qui se retrouvent dans le quartier 24 heures et 7 jours par semaine, étant donné le travail à la maison, je crois que c'est important d'améliorer la situation de propreté dans le quartier. Merci. Merci beaucoup, M. Georges, pour votre question. C'est certain que dans un contexte de pandémie, vous avez raison qu'on se penche principalement sur la pandémie et pas nécessairement sur la propreté, mais la propreté depuis le début de mon mandat est vraiment importante pour nous, pour améliorer l'ambiance de notre quartier. Moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est lorsque vous voyez que ce soit des éboueurs, des gens qui ramassent leur recyclage, s'ils sont négligents, s'ils laissent des choses traîner derrière leur passage, c'est important de contacter le 311, soit par téléphone, soit par courriel. Des fois, ça peut être plus rapide par courriel, en donnant l'adresse face aux détritus qui ont été laissés derrière le camion et l'heure de passage du camion pour qu'on puisse faire un suivi avec le camion, que ce soit si c'est un camion de la ville ou si c'est un camion d'une entreprise privée qui est en contrat avec nous, qu'on puisse faire le suivi avec eux, qu'on puisse envoyer possiblement un de nos inspecteurs en propreté, parce qu'on a augmenté le nombre d'inspecteurs en propreté depuis depuis le début de mon mandat. Et bref, c'est super important pour nous d'avoir la meilleure propreté possible dans le quartier. Entre autres, ce soir, on va revoter encore une fois la fameuse brigade verte sur la rue Sainte-Catherine. On continue, on a triplé les budgets pour les ruelles vertes pour continuer d'avoir des gens qui s'occupent de leur quartier, qui s'occupent de leur coin de rue, qui s'occupent de leur ruelle. Et si la COVID nous le permet, on va revenir là, dès que possible avec les corvées là, publiques. Je participe régulièrement aux corvées là, sur la rue Sainte-Catherine, sur la rue Ontario et les corvées de quartier, les corvées de ruelle. On espère que la COVID va... les contraintes liées à la COVID vont s'alléger pour qu'on puisse faire ces activités-là. Mais on sait que à la fonte des neiges, mois de mars, avril, il y a toujours des petits enjeux de propreté dans le quartier. Donc, on va y travailler très, très fort et nos équipes de travaux publics sont prêts pour ça. Donc, merci beaucoup de votre dévouement pour le quartier, M. Georges. Je vous souhaite une excellente soirée. Et cela termine donc notre période de questions pour ce soir. Nous avons quand même là, des questions qui n'ont pas pu être lues parce que soit c'était des deuxièmes, des troisièmes questions des mêmes citoyens ou c'était des questions dont le sujet a déjà été abordé 3 fois. Donc, pour le parcours de la ligne 32, là, mesdames Arsenault, Laroche, Juteau et messieurs Ricard et Pierre Ouimet, là, on a bien reçu vos questions, mais on ne les posera pas ce soir, malheureusement. Pour ce qui est du Berger Blanc, mesdames Robert, Bougreau et Leblanc,
On avait donc M. Dosti et M. Gosselin aussi qui avaient posé des questions plus qu'une seule sur plus d'un sujet. Donc, on vous remercie tous d'avoir posé vos questions. Et pour la suite de la séance, je cède maintenant la parole à Mme Tocheva. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Le 10.06, c'est approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 1er février 2021. Je propose appuyé par Mme Miron, 10.07. Déposer les rapports des consultations écrites tenues du 10 au 24 février 2021. 20.01. Accorder une contribution financière de 139 520 $ aux organismes désignés dans le sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux dans le cadre du Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables pour l'année 2021 et approuver les conventions à cette fin. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 20.02. Accorder des contributions financières à 5 écoles dans le cadre de la persévérance scolaire et à 3 organismes pour une somme totale de 4 750 $ provenant du budget de soutien aux élus pour l'année 2021. Je propose appuyé par Mme Boivin-Roy, 20.03. Approuver la convention de service entre la Ville de Montréal et l'organisme Dopamine dans le cadre de la Brigade verte de la rue Sainte-Catherine-Est, secteur RUI, Hochelaga, du 4 mai au 31 octobre 2021 et autoriser une dépense de 32 921 $ et 98 du surplus de l'arrondissement à cette fin. Je propose appuyé par M. Caldwell, 20.04. Attribuer à l'entreprise Le Berger Blanc un contrat de service de 193 158 $, incluant les taxes, pour offrir un service de refuge animalier pour le territoire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de 9 mars 2021 au 8 mars 2022, conformément au document de l'appel d'offres public 21-18 519. Je propose appuyé par Mme Miron, 20.05. Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Mme Sylvie Pilon et de M. Ashrat Shah pour une période additionnelle de 17 mois à compter de 1er février 2021, un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble au 3833 rue Sainte-Catherine-Est, à des fins communautaires et de loisirs pour l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour une dépense totale de 26 981 $ et 47, taxes incluses. Je propose appuyé par M. Caldwell, 30.01. Adopter les modifications à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes élaborées par la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Approuver l'entrée en vigueur de cette nouvelle politique à compter de 9 mars 2021. Je propose appuyé par Mme Miron, 30.02. Adhérer au processus de certification du mouvement Vélo sympathique mis en place par Vélo Québec pour les collectivités du Québec et autoriser le dépôt de la demande de certification au nom de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Je propose appuyé par M. Caldwell, 30.03. Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2020 concernant l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides pour le territoire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2020. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 30.04. Affecter une somme de 17 637 $ et 90 des surplus budgétaires de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin d'attribuer un contrat pour la réalisation de l'enneigement et l'aménagement d'une pente à glisser au parc Francesca Cabrini. Je propose appuyé par Mme Miron, 30.05. Affecter une somme de 112 124 $ des surplus budgétaires
pour la création d'un poste permanent du conseiller en planification à la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à compter de 9 mars 2021. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 30.06. Autoriser une affectation du surplus de l'arrondissement au montant de 64 491,50 $ afin de couvrir le paiement de solde résiduel d'une contribution accordée pour l'année 2020 par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises à la Société de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve. Je propose appuyé par M. Caldwell, 30.07. Autoriser le dépôt de 7 demandes de subvention au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière du ministère des Transports et autoriser M. Stéphane Brosseau, directeur intérimaire à la Direction des Travaux publics, à signer tous les engagements relatifs à ces demandes de subvention. Je propose appuyé par M. Caldwell, 30.08. Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal Métropole du Québec, que l'arrondissement prenne en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux visant la réhabilitation de certaines rues du réseau routier artériel qui, avant le 1er janvier 2015, étaient comprises dans le réseau routier local et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des programmations du service de l'urbanisme et de la mobilité. Je propose appuyé par Mme Miron, 30.09. Ratifier une dépense de 51 838,71 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement réalisés à la mairie de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve du 1er juillet au 31 décembre 2020. Autoriser une dépense de 133 320,12 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement prévus à la mairie de l'arrondissement pour les années 2021 et 2022. Je propose appuyé par Mme Boivin-Roy, 40.01. Avis de motion est donné par M. Pierre Lessard-Blais qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement le règlement sur les nuisances. 40.02. Adopter le règlement modifiant le règlement sur les tarifs exercice financier 2021 afin de permettre la gratuité des frais relatifs à l'occupation périodique du domaine public pour la saison 2021 et d'ajuster les tarifs d'occupation temporaire du domaine public en fonction du nouveau système Agir permis. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.03. Adopter le second projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin de modifier et d'introduire certaines dispositions relatives au taux d'implantation, au stationnement, au verdissement, ainsi qu'à la plantation et l'abattage d'un arbre. Je propose appuyé par Laurence Lavigne-Lalonde, 40.04. Adopter le second projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin de procéder à des corrections de nature technique sur la délimitation des secteurs significatifs. Je propose appuyé par Mme Boivin-Roy, 40.05. Édicter une ordonnance visant à instaurer des arrêts obligatoires aux approches est et ouest de la rue de Rouen, à l'intersection de la rue Valois, sur la rue de Grosbois, à l'intersection de la rue Duchesneau, ainsi que sur la rue Ontario, à l'intersection de l'avenue Bennett et à l'intersection de la rue Sicard. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.06. Édicter une ordonnance visant à instaurer 2 arrêts obligatoires à l'approche est et ouest des intersections de l'avenue Pierre de Coubertin et de la rue Anne-Hébert. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.07. Édicter une ordonnance visant à instaurer un arrêt obligatoire à l'approche sud de l'intersection des rues Louis-Vieillot et des Aulniers. Je propose appuyé par Mme Boivin-Roy, 40.08. Édicter une ordonnance visant à instaurer une obligation d'aller tout droit en direction ouest et d'aller tout droit à droite ou à droite en direction est sur la rue Beaubien-Est à l'intersection de la rue Mignot.
Je propose appuyé par Madame Miron, 40.09. Édicter une ordonnance visant l'implantation de passages piétonniers sur la rue Ontario-Est à l'intersection de l'avenue Charlemagne. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.10. Édicter des ordonnances pour les événements de cuisine de rue pour la période du 1er avril au 31 octobre 2021 et approuver le calendrier et les sites identifiés pour ces événements. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.11. Adopter la résolution autorisant le projet particulier PP 27-0298 afin de permettre la démolition et la construction d'un bâtiment pour l'école Sainte-Claire située au 3075-3077 avenue Lebrun. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.12. Adopter le second projet de résolution du projet particulier PP 27-0296 afin d'autoriser la démolition d'un bâtiment et la construction d'un nouveau bâtiment au 3045-3055 boulevard de l'Assomption. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.13. Adopter le premier projet de résolution du projet particulier PP 27-0299 en vue de permettre la démolition du bâtiment commercial situé au 5460 rue Sherbrooke-Est et la construction d'un bâtiment mixte résidentiel commercial. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.14. Adopter le premier projet de résolution du projet particulier PP 27-0300 en vue de permettre l'aménagement d'un logement au sous-sol du bâtiment situé au 5980-5986 rue de Marseille. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.15. Adopter le premier projet de résolution du projet particulier PP 27-0301 en vue de permettre la construction d'un bâtiment mixte résidentiel commercial situé au 2605 boulevard de l'Assomption. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.16. Prendre acte des critères inscrits au règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise et rendre une décision sur la demande de dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété divise pour l'immeuble situé au 1618-1620 rue des Airies. Je propose, appuyé par M. Caldwell, de refuser la demande de dérogation à l'interdiction de convertir. 40.17. Rendre une décision pour des travaux de transformation pour l'immeuble situé au 1801-1803 avenue Jeanne d'Arc. Je propose, appuyé par M. Caldwell, de refuser les travaux de transformation non conformes. 40.18. Accepter la somme de 22 692,50 $ que le propriétaire du lot projeté 6 372 851 situé sur le côté ouest de l'avenue Bourbonnière doit transmettre à la Ville de Montréal à titre de frais de parc. Je propose, appuyé par Mme Miron, 51.01. Nommer un maire, une mairesse d'arrondissement suppléante pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2021. Je propose, appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, de nommer Mme Suzy Miron, mairesse d'arrondissement suppléante. 51.02. Nommer un nouveau membre suppléant du conseil d'arrondissement pour le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à compter d'avril 2021. Je pense que c'est proposé par Mme Boivin-Roy, appuyé par Mme Lavigne-Lalonde. Donc, je serai ce membre suppléant. 60.01. Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice de pouvoir délégué aux fonctionnaires et employés pour la période de 1er au 31 janvier 2021. 70.01, c'est la période de questions des membres du Conseil. Y a-t-il des questions, chers collègues?
Non. Donc, cela terminerait donc la séance au point 70.02. Je déclare la séance levée. Merci beaucoup, Madame Tocheva, pour vos services ce soir. Merci à tous mes collègues, conseillers, conseillères de ville. Merci à tous les membres du personnel, employés du bureau des élus, monsieur le représentant du PDQ 23 aussi, et tout le monde, tous les citoyens qui ont participé à cette séance du conseil d'arrondissement. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous.